Bonjour Catherine Morin-Desailly, merci d'être notre invitée. Merci de m'avoir invitée. Union centriste de la Seine-Maritime. Et on va revenir sur votre texte pour protéger nos enfants des écrans, des réseaux sociaux. Il est examiné aujourd'hui au Sénat. Mais d'abord, on commence par les unes de la presse régionale. On va en regarder trois. La une de Ouest France, le Mercosur, l'autre étincelle de la colère agricole. Alors que la gestion de la dermatose mobilise contre elle, les agriculteurs s'opposent aussi à ce traité de libre-échange. Une manifestation est prévue aujourd'hui à Bruxelles. L'Est républicain, seconde une, hôpital, les violences ne diminuent pas, les violences qui ne cessent au sein de l'hôpital de Nancy, notamment près de 600 signalements depuis le début de l'année dans de nombreux services et plus seulement aux urgences. Et puis la dernière une, c'est celle de la Dordogne sur les artisans du bâtiment qui méritent mieux, le monde du bâtiment qui est inquiet entre les changements liés à la prime rénov, la gestion des déchets, le cas des micro-entreprises, la Confédération de l'artisanat et des entreprises du bâtiment tire la sonnette d'alarme. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? C'est très difficile parce que tous les sujets sont importants. J'aurais envie peut-être de m'exprimer sur l'actualité qui est celle de la crise existentielle que vivent les agriculteurs aujourd'hui, tout simplement parce que je suis membre de la Commission des Affaires européennes et que nous avons beaucoup travaillé sur cet accord dont on parle tellement en ce moment et d'actualité, le Mercosur. Vous savez que notre commission s'est prononcée contre cet accord en l'état, demande son report à 2026, demande que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie, parce que nous considérons que les parlements nationaux dans cette affaire sont contournés. Et nous connaissons aussi les problèmes de l'agriculture, et c'est un sujet extrêmement important qui renvoie en réalité à une question plus large, qui est tout à fait existentielle, qui est celle de notre souveraineté alimentaire. Plutôt que d'importer des produits à bas prix ou qui ne respectent pas les normes, je crois qu'on aurait plutôt intérêt, et il y a une urgence à se mobiliser pour que les filières de l'agriculture soient confortées et que l'on puisse à nouveau bénéficier d'une souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron fait ce qu'il faut ? Est-ce que la France va réussir à empêcher la ratification de ce Mercosur ? Il est mobilisé. Vous savez que les gouvernements constituent le Conseil européen. Donc, je pense que fort du vote, justement, du Parlement, en tout cas celui du Sénat, la quasi-unanimité, ce sont des armes aussi pour faire valoir à Bruxelles, tout groupe politique confondu. C'est surtout ça qu'il faut pointer du doigt. Eh bien, la revendication peut-être particulière de la France. La France, en réalité, c'est un pays d'agriculture. Vous comme moi, tout le monde ici, on a peu ou prou quelques racines du milieu rural. Et donc on est très attaché à cette terre. Et donc nous défendons notre agriculture. La France a quand même été l'initiative de la PAC, il faut quand même aussi le rappeler, de ces politiques en faveur du soutien à l'agriculture. Donc la mobilisation est pleine et entière aujourd'hui. J'espère qu'elle pourra aboutir et qu'on pourra en faire entendre notre voix particulière. Car l'Europe, c'est ça. Elle doit renvoyer aussi à la volonté de chaque État membre, bien sûr, de faire cause commune, mais aussi de pointer du doigt des sujets éminemment stratégiques qui ont cours. Vous savez, la question de la souveraineté aujourd'hui, de notre autonomie stratégique au niveau européen, elle est plus que jamais posée. Elle se pose dans le domaine alimentaire, elle se pose dans le domaine industriel, elle se pose dans le domaine de la cybersécurité, on pourrait aussi en parler des heures. Voilà, donc il y a un vrai sujet, le domaine de l'énergie, il y a un vrai sujet de souveraineté. Autre sujet, c'est la question du narcotrafic. Il y avait un débat au Parlement hier, à l'Assemblée, au Sénat, le Premier ministre qui donc annonce de nouvelles mesures. Ça veut dire que la précédente loi est déjà insuffisante, les moyens ne sont pas suffisants pour lutter contre le narcotrafic ? Ce que je sais, c'est que c'est un combat sur lequel nous devons tous être mobilisés. C'est un véritable fléau. Il alimente par ailleurs les revenus du narcotrafic, alimente par ailleurs le terrorisme et toutes sortes de maux. On voit que les phénomènes de violence se sont terriblement aggravés dans les villes, dans nos cités, et qu'il y a urgence à agir. Alors j'ai envie de dire tous les moyens sont bons. Peut-être faut-il prendre des mesures réglementaires supplémentaires. Faut-il déployer des moyens supplémentaires. En tout cas, cibler plus les consommateurs comme oui. Parce que là, Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, ils ciblent beaucoup les consommateurs. Oui, je pense parce que ça fait partie en fait de la chaîne aussi de responsabilité
quelque part, hein, on ne peut pas le nier, mais les consommateurs, certains d'entre eux, notamment nos plus jeunes, ils sont les victimes aussi. Donc il faut savoir pouvoir les protéger. Ce que je note, c'est que le Sénat a impulsé cette mobilisation face au narcotrafic. Je voudrais rappeler les travaux de mes collègues parlementaires sur ce sujet, du texte qui est parti du Sénat, et également aussi de la mobilisation de Bruno Retailleau, qui était ministre de l'Intérieur, sur cette question. Il faut que ça se poursuive. Vous venez de Seine-Maritime. Le port du Havre, il est considéré comme l'une des principales il a souvent été évoqué. De la cocaïne. Ouais. Oui. Du coup, est-ce que les moyens sont suffisants ? Il faut renforcer les moyens, parce que c'est un combat qui est difficile, très clairement. Il faut que tous les moyens soient en tout cas mobilisés pour éradiquer ce fléau. Voilà. On a beaucoup parlé en effet du port du Havre dans le cadre de la commission aussi d'enquête. Il y a une vraie fragilité ici, donc il faut pouvoir sécuriser tout cela. On va passer à un autre sujet, c'est le budget, qui est toujours évidemment au cœur de l'actualité. Demain, députés et sénateurs vont se réunir pour tenter de trouver un accord, sauf que une phrase de Roland Lescure a mis le feu aux poudres après le vote du Sénat. Il a considéré que le déficit était trop élevé, il a jugé ça inacceptable. Ça n'a pas du tout plu aux sénateurs. On va voir ce qui s'est passé hier lors des questions d'actualité au gouvernement. La parole est au ministre de l'économie et des finances, M. Roland Lescure. S'il vous plaît, laissez le ministre répondre. Merci, Monsieur le Président du Sénat. J'ai eu l'impression, quelques minutes, de me retrouver pas très loin d'ici, à l'Assemblée nationale, mais c'est bien la Chambre haute que je suis. Alors c'est vrai que c'est une situation pas commune au Sénat. C'est rare qu'un ministre soit hué comme ça pendant la séance de questions d'actualité. Il a d'ailleurs souligné avec un peu d'humour, Roland Lescure. Est-ce que les relations se sont tendues entre le gouvernement et le Sénat au point d'empêcher un compromis sur ce budget ? Disons que le Sénat a été profondément heurté d'être remis en cause dans finalement ses travaux, dans sa position et son exigence par rapport à l'exercice budgétaire. D'ailleurs, peu ou prou, il a reconnu qu'il avait été quelque peu maladroit dans ses accusations portées envers le Sénat. En réalité, il nous a rappelé à juste titre au pourcentage à atteindre, à ne pas dépasser des fameux 5% du déficit budgétaire. Mais lui, il ne veut pas plus de 5 et là, on est à 5,3. Pour autant, il faut à un moment donné aussi que le gouvernement, même si on a confié au Parlement le soin jusqu'au bout de discuter le budget, il faut aussi à un moment donné que le gouvernement prenne position et puisse aussi trancher entre plus de taxes, toujours plus d'impôts ou alors un peu plus d'économies. C'est un peu la dichotomie à l'heure actuelle entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et il faut que on a interpellé en fait le gouvernement sur son positionnement. Il faut à un moment donné aussi qu'il puisse trancher. C'est la raison pour laquelle plusieurs collègues, dans leurs interventions, ont appelé un 49.3. Mais oui, effectivement, c'est 49.3 qui est demandé. Il vaut mieux un 49.3 qu'une loi spéciale pour vous ? Je pense qu'à un moment donné, il faut en sortir, parce que les Français, ce qu'ils attendent aussi, de toute façon, c'est un budget. Tout le monde attend un budget et qu'on en finisse avec un exercice quand même qui a beaucoup duré, dans lequel on ne comprend plus vraiment grand-chose en réalité. Donc il faut qu'on puisse aussi traiter d'autres sujets. Vous avez parlé du narcotrafic, vous avez parlé de la crise agricole. Il y a d'autres sujets devant nous qu'il est urgent de traiter. Juste un dernier mot sur le budget, parce qu'il a quand même fait débat, ce budget, y compris au sein de la majorité de la droite et du centre. Il a été réécrit, mais vous n'avez pas fait le plein de voix au final. C'est-à-dire il a été réécrit par la majorité de la droite et du centre, mais toute cette majorité ne l'a pas voté. Est-ce qu'il y a des choses à revoir, effectivement, pour abaisser ce chiffre du déficit ? Sans doute qu'il y a des efforts à faire. Certains sénateurs qui se sont exprimés hier de la Commission des finances ont évoqué des propositions plus structurelles d'économie qu'ils avaient fait qui n'ont pas été suivies des faits. Je pense qu'il faudrait aussi entendre ces propositions et peut-être entre deux exercices budgétaires vraiment s'atteler à cette problématique et mener un travail de fond. Un mot avant de parler de votre proposition de loi sur la protection des écrans et des réseaux sociaux, puisque vous êtes membre de la Commission de la Culture, qui a donc été souhaitée réauditionnée hier. Laurence Descartes, la présidente du Louvre, elle affirme avoir fait de la sécurité une urgence absolue. Il faut la croire. Vous pensez que les leçons sont désormais tirées ?
La sécurité des musées, c'est un impératif pour tous les musées de France d'ailleurs. Le Louvre, mais tous les musées en France. D'ailleurs, la sécurité, je voudrais insister là-dessus, n'est peut-être jamais assez suffisamment prise en compte dans nos politiques publiques de la culture. Pourquoi ? Parce qu'on concentre davantage nos efforts, en tout cas ça a été démontré ces dernières années, notamment au Louvre, plutôt sur la politique d'exposition, de valorisation des collections, d'acquisition d'œuvres. Or, on sait que la sécurité a un coût, donc à un moment donné, il faut pondérer, et peut-être que la première des priorités, c'est d'assurer la sécurité de ce qui existe déjà dans les collections. Et puis la sécurité, c'est un continuum. C'est-à-dire que forcément, les présidents successifs se renvoient la balle, mais en réalité, c'est tous les jours qu'il faut veiller à la sécurité, mettre en œuvre les plans au fur et à mesure que les audits prouvent qu'il y a des défaillances sévères. Enfin, ça doit se faire sous le contrôle du ministère de la Culture, qui doit exiger des évaluations et des points d'étape très réguliers. Comment mieux protéger nos enfants des réseaux sociaux et des écrans? C'est ce que vous voulez faire avec votre texte qui est examiné aujourd'hui au Sénat. C'est votre éclairage, Guillemette. Que contient précisément ce texte? Eh bien, c'est essentiellement un texte qui vise à informer des dangers de cette utilisation excessive. Et pour cela, il souhaite mettre en place de nombreuses formations pour alerter sur ces dangers. Des formations, par exemple, à l'intention des professionnels de la petite enfance, de la santé ou encore de l'éducation nationale, mais aussi des actions de prévention dans les PMI, c'est-à-dire les centres de protection maternelle et infantile, cette fois à destination des parents. Le texte prévoit aussi de mentionner sur tous les emballages des ordinateurs, des téléphones ou encore d'autres objets connectés, un message alertant sur les dangers des écrans, un peu, vous savez, à la manière de ces messages alertant sur les dangers du sucre que l'on peut trouver sur les emballages des sodas ou encore des bonbons. Et au-delà de ce travail d'information, la proposition de loi veut davantage encadrer l'usage des écrans dans les établissements qui accueillent des enfants de moins de 6 ans. Oui, alors cela concerne le temps passé dans les écoles, c'est-à-dire le temps scolaire, mais aussi le temps périscolaire, ainsi que le temps passé dans les crèches, par exemple. Les enfants, dès la maternelle, peuvent en effet faire des exercices sur ordinateur. On leur montre parfois des dessins animés lorsqu'il pleut, au lieu de les envoyer dans la cour, ou alors il leur arrive aussi de regarder des vidéos sur les téléphones portables des animateurs. Et bien désormais, dans chaque école, le règlement intérieur qui est établi en concertation avec tous les acteurs devrait définir les règles et les usages de tous les écrans présents dans le bâtiment en présence des enfants. Et dans les crèches ou dans les autres jardins d'enfants, eh bien, il devrait y avoir un même cadre pour tous, cette fois au niveau national. Et qu'est-ce que cela change ? Alors, eh bien, ce que cela change, c'est que ça vise essentiellement à changer le regard officiel porté sur les écrans, et ce par tous les canaux d'information possibles. Le texte instaure officiellement le message que des temps excessifs d'écran sont nocifs pour la santé et le bon développement des enfants. En revanche, il ne définit pas à partir de quand, officiellement, ce temps est considéré comme excessif, ou en tout cas non raisonné. Il n'interdit pas certains contenus ou dessins animés potentiellement jugés addictifs en raison du rythme des images, et surtout, il n'instaure pas d'interdiction en dessous d'un certain âge pour les réseaux sociaux. On est donc encore très loin de la volonté affichée par Emmanuel Macron il y a encore quelques jours, mercredi dernier, lors d'un débat à Saint-Malo. Le chef de l'État a réaffirmé son ambition d'imposer à tous les réseaux sociaux la vérification de l'âge et de les interdire en dessous de 15 ou 16 ans. Une proposition de loi de Renaissance visant justement à interdire les réseaux sociaux avant 15 ans devrait être débattue à l'Assemblée le 19 janvier prochain. Et Guillemette, vous avez des questions pour Catherine Morin-Desailly. Oui, alors justement, comment les professionnels ou les parents qui nous regardent peuvent-ils définir cette consommation non raisonnée ou en tout cas excessive des écrans ? Écoutez, les effets délétères de trop d'écran ou de contenu inapproprié, dégradant, et les phénomènes qui s'en suivent sont maintenant connus et documentés. Nous travaillons là-dessus au Sénat depuis pratiquement 2019. Nous avons alerté dès cette époque à la faveur de rapports. Donc je me réjouis déjà qu'on puisse débattre sérieusement de ce texte qui est quelque part un texte assez systémique. C'est-à-dire c'est un ensemble de mesures, vous les avez très bien rappelées, qui vise à mobiliser l'ensemble des adultes et des professionnels qui vont graviter dans l'environnement de l'enfant dès le plus jeune âge, et même à la maternité, où il faut prévenir les mamans, les futures mamans, des futurs dangers. Pour autant, nous sommes dans un monde hyper connecté et d'écrans. Dès le plus jeune âge, l'enfant il verra des écrans partout. Donc il faut apprendre à se servir des écrans de manière raisonnée et apprendre aussi à s'en passer. Et c'est le but en réalité de ce texte, c'est de ne pas nier le monde dans lequel nous sommes et en même temps d'alerter sur trop d'écrans
déjà, ça a des effets très négatifs, on l'a vu sur les capacités d'apprentissage, de concentration, de sommeil, etc. Mais en plus, sur ces écrans, on peut y trouver des contenus tout à fait inappropriés, la plupart du temps via les réseaux sociaux. Alors vous dites que je n'ai pas interdit certains contenus, c'est pas la démarche. La démarche, c'est plutôt d'instaurer en réalité une hygiène numérique qui permet d'aller choisir les bons usages et surtout les bons contenus. Donc un plan massif de formation sur l'ensemble des professionnels de la petite enfance, secteur médico-social, éducation nationale, temps scolaire, temps périscolaire, une campagne massive d'information des 3 ministères, numérique, santé, éducation, qui dure assez longtemps, qui est très documentée, etc. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, sur la question de l'âge, je veux dire que nous avons complété notre texte à la faveur des travaux que j'ai réalisés aussi, avec une proposition de résolution européenne. J'ai interpellé Bruxelles, elle a été déjà votée. C'est la proposition de résolution du Sénat qui dit que l'on doit vérifier en réalité qu'il y a bien l'autorisation parentale pour l'accès aux réseaux sociaux avant 16 ans. Je note d'ailleurs que la position à Bruxelles a commencé à évoluer. Donc fort de cela, nous réitérons dans ce texte aussi cette obligation pour les plateformes. Il faut renvoyer à la responsabilité des plateformes l'obligation de vérifier qu'il y a bien l'autorisation parentale. Alors vous portiez déjà les mesures contenues dans cette proposition, en tout cas certaines mesures, dans une proposition de loi en 2018, donc ça fait plusieurs années. Qu'est-ce que selon vous ce retard a occasionné ? Eh bien, on a laissé se mettre en place des mauvaises pratiques, peut-être sans s'en rendre compte vraiment. Les parents se sont laissés déborder, entre guillemets. Je ne les culpabilise absolument pas parce que c'est compliqué de dire à son adolescent « écoute, t'es trop sur ton écran, qu'est-ce que tu regardes comme contenu ?» Et donc, c'est pour ça que je parle un peu d'hygiène numérique qu'il faut co-construire, que la communauté éducative construise à travers les dispositifs que je précise. Ce sont des outils aussi pour aider les parents, les former et les informer à travers tous ces actions d'éducation et de sensibilisation qui pourront être mises en place, un véritable plan de bataille. Donc on aurait pu légiférer plus tôt. Moi je le regrette parce que le Sénat, à mon initiative, avait voté un texte en 2019. Il n'avait pas été soutenu par le ministère de la Santé à l'époque et par le gouvernement, donc il n'avait pas pu prospérer. Quelques années plus tard, on se rend compte, dont le président de la République, des méfaits des réseaux sociaux et surtout des modèles toxiques que véhiculent ces plateformes sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé à la Commission des Affaires européennes, notamment sur le règlement sur les services numériques qui n'est pas assez exigeant. D'ailleurs, nous conduisons un travail parallèlement ici au Sénat pour contrôler l'application du règlement sur les services numériques qui permet des enquêtes sur les plateformes justement comme TikTok qui abusent en fait des enfants en réalité avec ces contenus et ces algorithmes complètement addictifs. Donc nous poursuivons aussi ce travail, mais moi je regrette qu'on n'ait pas en effet pu légiférer à temps. Il y a eu du retard de prix. Il n'est jamais trop tard. Tout le monde est désormais aujourd'hui mobilisé. C'est une bonne chose. Et on va voir qu'il y a des maires, des communes qui se lancent aussi des défis, notamment les 10 jours sans écran. C'est le cas à Viroflay, dans les Yvelines. Bonjour Olivier Lebrun, merci d'être avec nous. Vous êtes maire d'hiver droite de cette commune de Viroflay. Alors, pourquoi ce défi et quel bilan vous en tirez dans votre commune ? Alors bonjour, merci de me donner la parole. Merci Madame la sénatrice de proposer aussi cette évolution législative. Alors à Viroflay, ça fait 2 ans que dans une école de Viroflay, une école élémentaire, ce programme a été lancé. Alors, ça n'avait pas été 10 jours, ça a été une semaine parce que ça a été jugé peut-être un peu trop long 10 jours, mais l'idée était vraiment de faire en sorte que les enfants se rendent compte que on pouvait arriver à vivre sans écran. Et donc, je rejoins sur le thème de l'hygiène numérique, sur le fait que c'est important qu'ils puissent apprendre à les utiliser, voire à s'en passer. Et donc, cette opération nécessite évidemment une implication forte de la part des enseignants et des parents. Et c'est ça, j'attire l'attention là-dessus, sur le fait que effectivement, la confrontation des enfants à l'écran se fait surtout, en fait, principalement dans les foyers, en fait, surtout en école élémentaire, où encore à Viroflay, tous les enfants n'ont pas de portable, loin de là. Et donc, c'est un travail qui se fait avec les parents, les sensibiliser, et je sais que beaucoup de parents ont été très sensibles à cette démarche et ont joué le jeu de façon assez active.
et notamment chez eux, on fait très attention de ne pas utiliser leur téléphone, leur smartphone, leur tablette et leur télévision lorsque l'enfant était présent. Donc, alors, certains ont très bien joué le jeu, d'autres un peu moins. C'est parfois plus difficile pour les uns et les autres, mais cette expérience est faite de 2 années de suite sur une même école, et donc nous envisageons de l'étendre à l'ensemble des 3 écoles élémentaires, voire éventuellement en maternelle, voire même au niveau des crèches dans les années qui viennent. Donc là aussi, c'est important, tout part des parents en l'occurrence, parce que c'est à eux que revient l'éducation de leurs enfants. Une chose qui était aussi importante, c'est le fait que nous avons des tableaux numériques, en fait, des VNI dans les écoles, et les enseignants ne les ont pas non plus utilisés durant cette semaine pour dire les écrans, ça fait aussi partie des écrans, et donc on peut arriver à jouer le jeu. Tout le monde a bien joué le jeu, monsieur le maire. Catherine Morin-Desailly, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et du bilan qu'en tire le maire? Bilan très positif. Elle est remarquable, je félicite monsieur le maire, et d'ailleurs je l'ai dit, il faut saluer les initiatives tantôt des collectivités et de leurs élus, des enseignants, dans les PMI aussi, j'ai noté, les départements m'ont fait part de tout ce qui se passe dans les PMI. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, dont il faudrait faire d'ailleurs une liste, une sorte de livre blanc qui va pouvoir servir d'inspiration. Ce que propose le texte, c'est de mettre tout ça justement en ordre de marche et de conforter des élus comme monsieur le maire dans justement cette prise en main du sujet, parce que je pense que c'est l'ensemble de la communauté éducative dont font partie les élus. Je rappelle qu'ils siègent dans les conseils d'école ou les conseils d'établissement. Ouais. Ils fournissent aussi les équipements. Donc, ils sont amenés à réfléchir avec l'ensemble de cette communauté, les parents et même les élèves, voilà, au bon usage de ces écrans. Quand est-ce que j'utilise ces outils? Et je parle des outils au sens large, parce que demain, c'est l'intelligence artificielle. Hein. Attention. Donc, comment on les utilise? À bon escient, sur quel temps, etc. Donc, voilà, c'est une démarche remarquable que je salue. Voilà, merci monsieur le maire. Merci. Un petit mot rapidement, allez-y. Juste préciser une chose, c'est le fait que j'avais dit que les parents s'étaient investis, notamment les parents d'élèves, les associations de parents d'élèves, avaient même composé des carnets dans lesquels ils proposaient des activités aux enfants, donc des mots fléchés, des idées de jeux, des idées de recettes à faire à la maison. En fait, les parents s'étaient fortement impliqués dans cette démarche, donc c'est plutôt positif. J'ai pas de bilan sur le long terme évidemment, mais en tout cas c'est une très belle action qu'on peut effectivement lancer, et assez facilement dans les écoles, oui. Bravo et merci, monsieur le maire de Viroflay, Olivier Lebrun, d'avoir été avec nous. On a bien compris l'opération qui va donc se poursuivre. On aura l'occasion d'en parler avec vous. Merci beaucoup. On termine en allant chez vous, en Seine-Maritime, à Rouen. Bonjour Stéphane Ciré, merci d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint de Paris-Normandie. Stéphane, vous allez nous parler des municipales. C'est dans moins de 3 mois maintenant. Et le maire de Rouen, Nicolas Meyer-Rossignol, est en campagne. Oui, absolument. Alors, officiellement, il n'est pas candidat à ce jour, mais on voit bien sur le terrain qu'il mène campagne. Il publie des vidéos pour redresser son bilan. Il inaugure, comme beaucoup de maires sortants le font en ce moment. Et en face, une jeune élue centriste, Marine Caron, mène une campagne plutôt discrète pour le moment, mais comme vous le disiez, il reste encore 3 mois de campagne. Catherine Morin-Desailly, est-ce que vous pensez que Marine Caron est en mesure aujourd'hui de battre Nicolas Meyer-Rossignol et puis de faire revenir Rouen dans le giron centriste? C'est une ville centriste par tradition. On se souvient évidemment de Jean Le Canuet et puis de Pierre Albertini, qui avait été maire de 2001 à 2008, mais depuis 18 ans, Rouen est dirigé par la gauche. Est-ce que 2026, Marine Caron va renverser la tendance? Je l'espère, en tout cas, je soutiens sa campagne, qui n'est pas si discrète que ça. En tout cas, elle peut paraître discrète parce qu'elle n'est pas peut-être suffisamment relayée, parce qu'elle était extrêmement active tous les jours sur le terrain. Elle a formulé donc un diagnostic et un bilan sans appel, et surtout, elle a déjà formulé beaucoup de propositions. Donc c'est du concret, c'est aussi sa connaissance très fine de la ville. C'est une vraie Rouennaise. Je dis
ça parce qu'il y a des candidats parachutés qui arrivent tout d'un coup, qui n'ont pas du tout vécu, grandi et voilà, ni même travaillé à Rouen. Et elle connaît extrêmement bien le terrain et elle a pour elle cet extraordinaire dynamisme, cette grande créativité et surtout, elle a su rassembler en réalité toute la droite, tout le centre et bien au-delà, parce qu'elle n'en fait pas un marqueur non plus essentiel, l'ensemble de la société civile. Donc c'est une belle énergie et je pense qu'après 18 ans de socialisme où les Rouennais se plaignent en réalité de leur quotidien, de la qualité de vie, je pense à la qualité des écoles qui se sont dégradées terriblement, les problèmes des plans de circulation non pensés avec une piétonisation nécessaire. C'est la ville de Jean Le Canuet, vous l'avez rappelé. Mais aujourd'hui, tout est fait pour rejeter ceux qui souhaiteraient fréquenter la ville à l'extérieur. Et il y a un vrai sujet autour des mobilités, par exemple. Il y a un vrai sujet autour de la propriété. Les rats, c'est terrible de le dire, en tant que Rouennaise, ont proliféré dans la ville. Sous prétexte de préserver les animaux, on ne traite pas suffisamment cette question, qui est une question sanitaire. Voilà, bon, je suis rentrée dans des détails, si vous voulez. Tout ça pour dire que tout ça est pris en compte par Marine Caron. Merci beaucoup Stéphane Ciré, merci d'avoir été avec nous, rédacteur en chef adjoint de Paris Normandie. Merci beaucoup et on suivra Stéphane avec vous évidemment les municipales en région normande. Merci Catherine Morin-Desailly d'avoir été notre invitée ce matin.